tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder la notion de sous-espace vectoriel, d'un espace vectoriel E. Et cette notion va être très importante parce qu'elle va nous simplifier la vie par la suite pour montrer que certaines parties, certains ensembles sont des espaces vectoriels. Alors on peut entrer immédiatement dans le vif du sujet avec la définition même d'un sous-espace vectoriel. Donc étant donné un corps K qui est commutatif et E un espace vectoriel sur K, une partie F de E est un sous-espace vectoriel de E si F plus F.F est un K-espace vectoriel. Pour les lois que je présente ici, donc plus F, la loi qui a x, y appartenant à F associe l'addition dans E de x et y, et point F, qui a lambda appartenant à K et x appartenant à F, associe lambda.x dans E. Bien. Dire que pour ces lois, F plus F.F est un K-espace vectoriel, c'est donc dire que plus F est une loi de composition interne sur F, et .F est une loi de composition externe sur F. Donc, on va un peu expliciter ça par des remarques. Ce que je viens de dire, en fait, c'est qu'il y a une notion de stabilité de F par plus et point. Au sens suivant, si on prend deux éléments x, y dans F, alors l'addition dans F de x et y, qui est par définition en fait l'addition dans E de x et y, est un élément de F. Et si on a lambda dans K et x dans F, alors le produit de lambda et x dans F, c'est en fait le produit de lambda et x dans E, et bien c'est un élément de F. Ce qu'on dit là, c'est qu'il y a une stabilité par l'addition de E des éléments de F, et une stabilité par la loi externe point de F. Donc là, je redis un petit peu ce que j'ai dit juste avant d'expliquer ces remarques, c'est donc que la restriction de l'addition de E à F croix F, c'est encore une loi de composition interne, et la restriction de point à K croix F est encore une loi de composition externe. On en arrive à la proposition fondamentale pour nous simplifier la vie. Elle va nous coûter un petit peu de travail, mais une fois qu'on aura établi ce résultat, les choses seront beaucoup plus simples. Donc, étant donné un espace vectoriel E sur un corps commutatif K, et F un sous-ensemble de E, alors on dit que F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si F vérifie les conditions suivantes. La première étant qu'il est non vide, la deuxième étant que l'addition de deux éléments de F est un élément de F. Attention, ici c'est le plus de E. Et pour tout lambda dans K et pour tout x appartenant à F, lambda.x est un élément de F. Donc en fait, c'est un petit peu la réciproque de ce que j'ai dit sur les remarques précédentes. Et en se rappelant de ces remarques, le sens direct de cette preuve, si on a un sous-espace vectoriel, alors on a clairement les trois propriétés pour les lois plus F et .F que j'ai mentionnées, qui font du coup état de la stabilité. Donc on va s'intéresser au sens réciproque. Pour montrer le sens réciproque, c'est là que c'est un petit peu laborieux. Il faut montrer vraiment que grâce à ces trois propriétés, on a un espace vectoriel. Donc que F plus F est un groupe abélien, que .F est une loi de composition externe sur F, qui est distributive par rapport à plus F, et qui vérifie les propriétés suivantes, c'est-à-dire que 1K.Fx, c'est x pour tout x dans F, et pour tout lambda mu dans K, pour tout x dans F, lambda.f mu.fx, c'est en fait lambda mu.fx. Bien. Alors on va montrer tous ces points. Donc montrons que c'est un groupe. Pour montrer que f plus f est un groupe, on va s'amuser en fait à passer de plus f à point E à plus E pardon, par la définition même de la loi plus f. Donc on va s'intéresser à l'associativité. On prend trois éléments x, y, z dans f. Alors, lorsqu'on écrit donc x plus f, y plus fz, c'est en fait par définition l'addition dans E de x à l'élément y plus z, et la loi plus dans E est associative, par définition d'un espace vectoriel.
Donc on l'utilise. Donc finalement, c'est égal à l'élément x plus y dans E plus z. Mais, encore une fois, comme on sait que x et y sont deux éléments de f et que leur addition est dans f, on peut enfin dire que le terme dans la parenthèse, c'est x plus fy, et étant un élément de f, s'additionnant à z un autre élément de f, on est encore dans f. Donc finalement, l'addition dans E coïncide avec l'addition dans f. Et donc, on vient de montrer l'associativité. En fait, on utilise simplement ici le fait que plus f est censé être une restriction de l'addition dans E à f, et en même temps, on utilise l'argument de stabilité. Exactement ce que je dis ici. On va montrer maintenant, sur f, si on considère... Ah oui, pardon, excusez-moi. On va montrer en fait que l'élément neutre de E est l'élément neutre de f+. Donc, on se rappelle d'une des hypothèses, c'est que lambda.x est toujours dans f pour lambda appartenant à k et x appartenant à f. En particulier, on peut prendre donc l'élément nul sur k, point x, c'est 0e. Ça, on l'a déjà montré dans la proposition dans le cours sur les espaces vectoriels. Et donc 0e est un élément de f. Maintenant, on va utiliser la propriété même de 0e en tant qu'élément neutre pour la loi plus. On prend un élément x, on a que l'addition de 0e à x dans f est un élément de f, sauf que ça coïncide aussi avec l'addition de 0e dans e de x. Et donc ça, c'est égal à x. Donc ce qu'on vient de dire, c'est qu'en fait 0e joue un rôle d'élément neutre pour la loi plus f dans f. Mais l'élément neutre est unique. Donc l'élément neutre pour la loi plus e coïncide avec l'élément neutre pour la loi plus f. Vous verrez bientôt qu'on arrêtera d'avoir besoin de préciser dans quel espace la loi se joue et que ça sera sous-entendu, parce que les notations sont lourdes et même sur le plan cognitif, ça impose une charge qui ne sera plus nécessaire à force. Mais là, j'insiste vraiment pour qu'on fasse attention aux espaces dans lesquels on se trouve. Bon, on a montré qu'on avait un élément neutre, on a montré qu'on avait l'associativité. Maintenant, on va montrer que pour tout élément x dans f, moins x est aussi dans f. On utilise une petite affirmation qui est que pour tout élément x dans E, moins 1 point x, c'est en fait l'inverse de x pour l'addition. Ça vient de quoi? Ça vient du fait que 0k.x, c'est 1k plus moins 1k.x. On utilise alors la distributivité. C'est 1k.x plus moins 1k.x. Et c'est égal à 0e. Donc, et on sait, que 1k.x, c'est x par définition d'un espace vectoriel. Donc, moins 1.x, c'est en fait moins x, l'opposé de x pour l'addition. Et cet élément, on sait par hypothèse qu'il est dans f, par hypothèse de stabilité. Donc, tout élément x de f a son opposé pour l'addition dans f aussi. On vient de montrer les trois propriétés de définition d'un groupe, donc f pour la loi plus définie est bien un groupe. Il est abélien parce que c'est la restriction de l'addition sur E qui est une loi commutative. On va s'intéresser maintenant à la distributivité de point f selon plus f. Donc c'est toujours pareil, on va utiliser les arguments de stabilité et on va se plonger dans E pour effectuer des calculs et revenir finalement dans f. Donc on considère une constante lambda dans le cas, x et y deux éléments de f, et donc le produit par point f de lambda et l'élément x plus fy, c'est donc la même chose que lambda point x plus ey, donc cette fois-ci on est passé dans E, et lorsqu'on est dans E, on utilise la distributivité de la loi point par rapport à plus, donc on distribue, mais on sait que comme x est dans f et y est dans f, lambda.x et lambda.y sont deux éléments de f par définition, donc on peut avoir cette addition
dans F. Et donc finalement on vient de montrer la première distributivité. On va maintenant montrer la deuxième forme de la distributivité. Cette fois-ci, on considère deux scalaires lambda mu dans K et un élément x dans E. Lambda plus mu point f x, c'est donc égal, cette fois-ci on se plonge dans E, à lambda plus mu point x, et ça c'est lambda point x plus mu point x dans E. Mais lambda point x et mu point x sont dans F. Excusez-moi, oui, parce que j'ai mis x dans E, mais c'est dans F. Et donc, on a bien lambda.fx plus mu f.x. Donc, on vient de montrer qu'on a la distributivité, enfin le deuxième point de la distributivité. Alors, un petit point assez simple. Par définition d'un espace vectoriel, on doit avoir que 1.x est égal à x. Donc on utilise l'hypothèse de la stabilité par produit externe. Si x est dans f, alors 1.fx c'est aussi 1.x dans E, c'est x. Donc on a bien notre dernier point. Alors je fais une petite remarque là-dessus. Donc là vous voyez, encore une fois, on a dû subir un petit peu tous les points, les axiomes de la définition d'un espace vectoriel, mais on vient de finir la preuve. Et maintenant que ce résultat est admis et prouvé, vous verrez que vous passerez tout le temps par juste la vérification de ces trois critères, plutôt que la vérification laborieuse pour voir qu'un espace est un espace vectoriel notamment. Pourquoi ? En fait, souvent vous allez voir qu'en fait, pour montrer qu'un espace est un espace vectoriel, vous allez voir que cet espace est le sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel que vous connaissez déjà. Et je peux donner deux petits exemples. Et en fait, bientôt, je vais faire une vidéo en détail, un peu plus en mode TD en temps réel, où on va aller loin sur des gros espaces, on va les étudier. Par exemple, imaginons on vous demande de montrer que dans R2, l'ensemble des éléments des couples XY qui vérifient x plus y égale 0 est un espace vectoriel. Vous n'avez pas forcément envie de subir tous les axiomes de définition d'un espace vectoriel. Par contre, vous remarquerez assez vite que déjà le couple 0,0 est dans cet espace, que il est donc non vide. Vous remarquerez aussi que si vous avez deux couples de points qui vérifient ça, alors si vous les additionnez pour la loi qu'on a déjà vue sur R2, le vecteur résultant vérifiera encore la propriété voulue. Donc en fait, vous verrez que juste avec ces trois arguments, vous allez le trouver en tant que sous-espace vectoriel de R2, parce que vous savez, il est admis et vous pouvez l'utiliser que R2 est un espace vectoriel connu, un espace vectoriel usuel, de référence. Vous n'avez pas à le reprouver à chaque fois pour dire que c'est un sous-espace vectoriel d'un espace connu. Et donc, c'est quand même beaucoup plus rapide. J'ai donné un autre exemple dans R3, des petites équations de droite, de plan. Et donc, je vais finir ce cours là-dessus. Alors, c'était assez court, mais le but c'est juste ici de mettre le focus sur la définition d'un espace vectoriel et de comprendre comment on peut simplifier les choses avec la notion de sous-espace vectoriel. Les sous-espaces vectoriels, là on vient juste d'ouvrir la porte sur quand même pas mal de briques théoriques qu'on va étudier dessus. Les prochaines étapes, ça va être les opérations qu'on peut faire dessus. Donc est-ce qu'une réunion d'espaces vectoriels est encore un espace vectoriel ? Est-ce que c'est tout le temps le cas ? Est-ce que ça peut l'être ? À quelles conditions ? On va aussi se poser la question sur l'intersection. Ces opérations ensemblistes vont nous amener à une notion de sous-espace vectoriel engendré par une partie A. Et bien déjà, quand on aura vu ces deux prochains points, on va pouvoir amorcer un petit peu les notions les plus intéressantes par la suite, à savoir, peut-être qu'on vous a déjà donné des termes, famille génératrice, base, dimension. Et donc, j'espère que vous serez encore là pour poursuivre tout ça. Donc comme d'habitude, ce cours va être en lien sur le Drive. Et je vous dis à bientôt pour la suite.